Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Tristan Ouimet-Savard qui vient nous parler du mouvement Jeunes et santé mentale. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, nous parlerons de la faute au stress. En début de deuxième demi, notre invité est Ghislain Goulet d'Action Autonomie. On parle ensemble de l'abolition des électrochocs. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence bien sûr en chanson avec Benjamin Biolay et la chanson s'intitule Palermo Hollywood. Bienvenue à Folie douce. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. J'accueille maintenant mon invité qui est Tristan Ouimet-Savard. Bonjour Tristan. Bonjour Yvan. Bienvenue à Folie douce. Merci. Tu es du regroupement des Auberges du Cœur du Québec. En fait, tu es coordonnateur des dossiers politiques. On va parler d'un mouvement Jeunes et santé mentale ensemble. Mais j'aimerais ça qu'on précise un peu ce que c'est les Auberges du Cœur. On entend souvent ça parler, mais ça existe depuis combien de temps? Qu'est-ce que ça fait? Les Auberges du Cœur, il y en a 30 à travers la province. Dans un paquet de villes. Ça existe depuis plus de 30 ans. Ouais. Donc, ce sont des ressources communautaires qui accueillent des jeunes de 12 à 30 ans qui vivent différentes difficultés, que ce soit familiale, de l'itinérance ou autre. Donc, autant des jeunes mineurs que majeurs. Ce sont des milieux de vie où les jeunes apprennent un paquet de choses, vivent des expériences et reçoivent un accompagnement soutenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour régler ce dont ils veulent bien travailler. Donc, ce sont des démarches qui sont volontaires. Oui. Est-ce que ces gens-là, d'habitude, sont référés par quelqu'un? Les jeunes qui arrivent aux Auberges du Cœur, est-ce qu'ils sont référés ou c'est plus qu'ils vont s'adresser directement à un des 30 Il y a un paquet de situations qui peut amener un jeune à cogner à la porte d'une auberge. Ça peut être, un référencement par quelqu'un dans le système de santé, dans le système scolaire. Ça peut être un parent qui a vu, disons, une brochure par exemple, ou le bouche à oreille qui amène quelqu'un a cogné à la porte. Chez les majeurs, surtout quand ils cognent à la porte, ils n'ont pas d'autre endroit où aller. On parle de conditions de vie qui sont extrêmement difficiles, là, de pauvreté, d'itinérance ou du moins au bord de tomber dans l'itinérance. Donc, du référencement, beaucoup. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que fait, on va parler aussi du mouvement Jeunes et santé mentale. Est-ce que c'est un mouvement que les Auberges du Cœur ont joint ou ou ça a été inventé par les Auberges du Cœur? Le mouvement Jeunes et santé mentale, c'est une initiative qui est assez nouvelle. Là. Ça date de 2016. Mais c'est basé de deux grands mouvements. Si on veut par mouvement, je parle une convergence de différentes choses. Donc, d'une part, à travers l'histoire des Auberges du Cœur, surtout, il y a eu vraiment l'observation que les difficultés que vivaient les jeunes se transformaient, changeaient, mais aussi, surtout, la façon dont on en parle et dont on les adresse. Donc, on s'est rendu compte que les questions de santé mentale étaient de plus en plus présentes dans le quotidien des jeunes qui cognent à la porte des Auberges du Cœur, ce qui a chamboulé beaucoup de choses, autant pour les jeunes eux-mêmes que l'organisation. Voilà, c'est ça. Mais surtout dans l'aide que les jeunes reçoivent dans les difficultés qu'ils vivent, dans bien des cas, pour adresser certaines difficultés. Accéder à un diagnostic devient nécessaire pour avoir accès à des services. Et dans bien des cas, l'aide qui suit un diagnostic, c'est du moins ce que les jeunes disent et ce que nous, on observe, ce sont de la médication. Donc, nous, on voyait une espèce de topo, là, qui était en évolution et qui allait en grandissant. Dans certaines auberges, c'est jusqu'à 70% des résidents qui prennent une médication liée à un diagnostic. Dans bien des cas, c'est aidant, on s'entend. Mais nous, on se pose la question, étant des groupes qui agissent au niveau davantage psychosocial, au niveau du contexte de vie, des conditions de vie, on se demandait, est-ce qu'on est en train de remplacer des façons de faire qui seraient, c'est ça, davantage en lien avec la relation d'aide humaine par des pilules. La question peut paraître simpliste, mais dans bien des cas, la médication devient une fin
plutôt qu'un moyen dans ce que certains appellent un traitement, un processus de rétablissement. Donc là, nous, on a adressé ces questions-là, on en a parlé, et il y a d'autres groupes, notamment d'autres groupes du communautaire, des groupes en défense des droits en santé mentale et des ressources alternatives en santé mentale qui observaient la même chose. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a convergé ensemble. On a mené une large consultation en 2016. On a rejoint 150 jeunes, 150 intervenants du milieu de la santé institutionnelle, communautaire et autres pour essayer de voir, est-ce que, pour faire une mauvaise blague, est-ce qu'on est fou? Est-ce qu'on imagine des problèmes là où il y en a pas? Et tout indique que les constats qu'on dresse sur le terrain sont bien réels et sont partagés par, on n'a pas peur de le dire, une très, très grande majorité des intervenants et des jeunes qu'on a rencontrés. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut agir. De là, la naissance du mouvement Jeunes et Santé mentale qui ne va pas simplement dans la documentation de cette réalité là, parce que si on regarde un petit peu au sein même des documents, des recherches, des enquêtes qui ont été faites au sein même de l'appareil gouvernemental, du ministère Santé et Services sociaux, ce sont des constats qui sont connus là, dans les milieux de recherche, professionnels et autres. Donc là, on était là, c'est le temps de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Mais comme tu disais, c'est ça, ça fait quand même une trentaine d'années que ça existe, les mouvements. En fait, l'auberge du cœur, le regroupement des auberges du cœur du Québec. Mais la santé mentale, depuis toujours, depuis les années 80, 90, il y a toujours eu ils appelaient ça soit des organismes communautaires en société où les jeunes pouvaient aller. Mais tout à coup, peut-être que les jeunes n'y allaient plus. Puis là, tout à coup, se sont peut-être retrouvés chez vous. C'est un peu ce que vous disiez. Dans le fond, la problématique de santé mentale, c'était pas vraiment un enjeu, c'était souvent plus l'itinérance, tout ça. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que, justement, ça fait quand même juste depuis 2016 que vous avez comme réfléchi à la question, s'il y a dû avoir vraiment comme est-ce que ça a dû quand même paraître, là, dans l'achalandage des gens, que les gens avaient des problématiques de santé mentale? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a plusieurs choses dans votre question. D'une part, cette problématique-là que nous, on nomme la médicalisation des problèmes sociaux, à savoir donner une lecture puis une réponse médicale à un enjeu qui peut-être ne relèverait pas de questions médicales ou qui pourrait être adressé autrement. C'est quelque chose qu'on observe depuis longtemps. Les auberges du cœur, il y en a qui existent depuis 40 ans et c'est un dossier qu'on documente et qu'on discute à l'interne entre nos membres et autres dans les communautés à travers la province. Donc, c'est loin d'être nouveau. Donc, on en a parlé longtemps pour se doter d'une tête, justement trouver des solutions et autres. Et c'est en 2016 où là, on s'est donné les moyens de passer à l'action pour demander du changement, à savoir une diversité de réponses et pas seulement une voie psychiatrique qui mènerait à de la médication. Et l'autre volet de la question, qui est qu'est-ce qui explique cette augmentation fulgurante-là, autant des problèmes de santé mentale que des diagnostics et des prescriptions qui montent en flèche. Là, ça fait les manchettes là, tous les mois. C'est une question qui est pas facile à répondre, c'est complexe. Il y a des ouvrages complets là, qui se penchent sur ça. Il y a différentes façons de le voir. Il y a une approche, disons, un peu plus philosophique, le rapport à la souffrance dans un monde où tout va tellement vite, où on cherche à avoir des réponses un peu plus immédiates au soulagement. Il y a un remède à tout. On n'a plus le temps d'avoir mal et de souffrir. Donc on cherche des réponses rapides. C'est vrai que tu as raison. Autrefois, peut-être les gens avaient plus de patience ou en tout cas souffraient plus. Ça, c'était peut-être pas mieux. Mais ou du moins les façons les exutoires, les façons d'en parler, que le méchant sorte, de vivre nos émotions, c'était peut-être davantage accepté ou autre. Mais ça, c'est des hypothèses. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plus de médication, et ça, nous, l'hypothèse qu'on fait, parce qu'on a une réponse malgré tout, c'est qu'il y a une vision de la santé mentale qui est en train de prendre de plus en plus de place, qui est une vision partielle de la santé mentale qui serait strictement de l'ordre biologique, biomédical. Alors que la santé mentale, c'est connu, c'est reconnu
reconnu même par l'Organisation mondiale de la santé ou la politique en santé mentale du Québec de 89, si ma mémoire est bonne. C'est un enjeu qui est multidimensionnel. Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs psychologiques, environnementaux, le contexte, les conditions de vie, le stress qu'une personne vit. C'est un générateur de problèmes de santé mentale. Je me risquerais à dire là, dans le palmarès là, de qu'est-ce qui cause des problèmes de santé mentale, que ce soit de l'angoisse, de la dépression ou autre, mais ces causes-là, elles se trouvent où? Elles se trouvent dans le contexte social dans lequel on vit, dans ce qui influence nos conditions de vie. Trop de travail, trop de performance, la pauvreté, les problèmes familiaux, l'acceptation, l'isolement et autres. Puis l'idée, c'est stressant. Exact. L'idée, c'est pas de banaliser une lecture biologique, mais notre hypothèse à nous, c'est que cette vision-là prend de plus en plus de place et c'est une vision qui occulte d'autres façons d'agir, de prévenir les problèmes de santé mentale qui passerait par des contacts humains, des programmes sociaux, de la prévention, ce que dans le milieu on appelle les déterminants sociaux de la santé. Qu'est-ce qui influence les conditions de vie, de santé physique ou mentale d'une personne? Eh bien, il y a plusieurs choses qui ne relèvent pas d'un addon génétique. Je veux dire, quelqu'un qui vit à Hochelaga dans un appartement où, disons, les murs sont en train de tomber, où il y a de la moisissure, versus un autre cliché à Westmount, ça va avoir une influence sur la santé des individus, mais ça, dans bien des cas, ça leur échappe. Et la lecture biologique, on peut voir les conséquences d'un point de vue biologique, mais la cause, nous, on pose ces questions-là. On n'est pas des porteurs de drapeaux, là. Nous, ce qu'on veut, c'est poser des questions, puis pour que les jeunes aient une diversité de réponses, pas seulement une prescription. Parce que c'est ce que les jeunes nous ont dit à travers non seulement le quotidien qu'on vit dans les auberges du cœur, que parmi les forums qu'on a fait, on a fait une tournée de 5 villes à travers une pièce de théâtre où on parle de tout ça. C'est unanime. Le diagnostic tombe rapidement. La solution qui est proposée est pratiquement unique. C'est de la médication. Lorsque le jeune dit « Moi, je veux parler, il faut que je parle », on l'envoie à un service de psychothérapie, mais qu'est-ce qui se passe? Dans le système public, c'est pas accessible. Il y a une rareté de ressources criante. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans rencontrer un psychologue. Qu'est-ce qui se passe en 2 ans? La situation se détériore. On a une situation de crise. Donc, non, c'est effectivement. Mais donc, le but, c'était vraiment de mieux répondre peut-être aux besoins des jeunes qui fréquentent les auberges du cœur. Est-ce que vous avez publié quelque chose avec certaines documentations, mais est-ce que c'était aussi dans le but d'informer la population? C'était plutôt vraiment pour les besoins des auberges du cœur que vous avez fait ça? Bien, c'est sûr que nous, on se base sur notre expérience qu'on a avec les jeunes qui sont dans les auberges du cœur, mais je veux dire, élargissons le spectrum, regardons ce qui se passe avec les personnes âgées dans les CHSLD. La médication est partie prenante du quotidien. Je veux dire, il y a un problème de société qui est beaucoup plus large, qu'on parle de rapport à la souffrance, à la performance, le stress, l'angoisse. Comment il faut faire atterrir ça, prendre laisser le temps au temps pour adresser ces questions-là. Donc, nous, ce qu'on met de l'avant, oui, on a de la documentation, on a les résultats de la consultation qu'on a fait en 2016 qui sont disponibles sur notre site web, mais surtout une déclaration commune qu'on invite les gens à signer. Et pour nous donner des appuis, on en est à plus de 700 appuis, dont 300 groupes. À travers la province. Ça, c'est disponible par le site, là, si les gens par le site web. Donc, le site web, c'est mouvementjeunesssm.com, mouvementjeunesssm.com. Et sur ça, vous pouvez trouver la déclaration commune que vous pouvez signer. Et cette déclaration-là met de l'avant 4 revendications ou recommandations, dont les 2 principales qu'on peut nommer là, c'est que les accès à la psychothérapie, des psychologues ou autres soient garantis dans la gamme de services sociaux gratuits, au même titre que voir un médecin à l'urgence quand je me pète une jambe. Que ce soit des services qui soient vraiment garantis et qu'ils ne soient pas dépendants d'un diagnostic qu'une personne... Et la deuxième? Donc, que le gouvernement mette en place une commission d'enquête sur cette
questions-là pour qu'enfin on puisse aller dans le fond des choses. Merci beaucoup. Ça passe tellement vite, Tristan. Merci d'avoir été là. On répète l'adresse web. Donc, c'est mouvementjeunessm.com. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci Tristan à vous. Ouimet-Savard, donc Auberge du Cœur, et on a parlé du mouvement Jeunes et Santé mentale. Merci. À la prochaine. Au revoir. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est la faute au stress. Oui, on dit parfois que le stress a le dos large, C'est vrai. dans le sens que tout est de la faute au stress. Mais c'est vrai que le stress est plus présent. Il y en a eu à toutes les époques, mais on en parle beaucoup. Puis je pense qu'il y en a beaucoup auprès des jeunes. Oui, il y en a qui vont dire que la vie est plus stressante que jamais aussi. Oui. Et compliqué aussi. Compliqué aussi. Oui. Mais c'est une réalité. Et je vais vous lire aujourd'hui quelques passages d'un article écrit par Mme Olivia Lévy, qui est auteure et journaliste à la presse. Et le titre de l'article, en fait, c'est « Pourquoi tout nous tombe sur les nerfs ». Elle nous dit « Sommes-nous devenus plus intolérants face aux petites choses irritantes de la vie? Le bruit des voisins est insupportable. Les bouchons de circulation sont atroces. Les transports en commun bondés. Le quotidien est devenu un véritable enfer. Pourquoi? Est-ce la faute au stress, au manque de temps, au manque de savoir-vivre? » Pour la docteure Joanne Lévesque, qui est neuropsychologue, elle nous dit nous vivons désormais dans une société de l'instantané. Attendre est devenu impossible, voire intolérable. Le côté instantané des communications fait en sorte qu'on est de plus en plus impatient. Regardez dans quel état vous êtes quand vous n'avez pas de réponse instantanée à un courriel ou à un texto. Elle explique que d'un point de vue cérébral, il y aurait un déséquilibre de la dopamine. Elle nous dit que c'est le messager chimique responsable de l'inhibition et de l'attente. La dopamine est aussi le neurotransmetteur le plus important dans le plaisir et la motivation. Mais comment on a fait avant? T'sais, nous, on a un certain âge, là, sans être trop âgé, mais on a connu l'époque où il fallait attendre, on avait un téléphone fixe au mur, puis on n'avait pas de cellulaire, puis on n'avait pas, puis on semblait plus patient. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est possible, oui. C'est peut-être aussi parce que souvent, les tâches étaient séparées en deux. C'est pas pour retourner. La plupart des hommes travaillaient, puis les femmes, dans le sens que il y a peut-être moins de stress, les deux se séparaient la tâche. Un avait le domestique et l'autre avait le il y avait peut-être travail. moins à courir justement pour les garderies, tout ça. Ouais. C'est vrai. Un faisait le travail. C'est pas que je veux ramener tout le monde à la maison, mais il y avait C'est peut-être une partie de l'explication. Oui. Mais la docteure Joanne Lévesque nous dit comme on est plus habitué à patienter, 15 minutes vont sembler une éternité parce que désormais la production de dopamine n'est déclenchée que pour des événements agréables et stimulants. La peur de manquer quelque chose nous rend aussi plus impatients. Les gens s'activent sans cesse pour ne rien manquer et sont toujours connectés à leur cellulaire. Elle nous dit il y a 100 ans, l'être humain recevait en une année la même quantité d'informations qu'on reçoit aujourd'hui en une journée. Maintenant, Mme Sonia Lupien, qui est fondatrice et directrice du Centre d'études sur le stress humain, nous dit sur le stress chronique, ce qu'on sait, c'est que si vous prenez un rat et que vous le stressez tous les jours, qu'est-ce qui va arriver? Elle nous dit sa réponse de stress biologique va diminuer car il va s'habituer à ce même stress quotidien. Mais il va y avoir un prix à payer. Il va devenir 10 fois plus réactif à tout nouveau stresseur. Et chez l'humain, elle nous dit que ce sera pareil. On va réagir au quart de tour à des choses qui nous laissent indifférents. On appelle ça les colères spontanées. Je ne sais pas, Pierre, si ça fait un effet. On vit maintenant dans des sociétés aussi plus populeuses. À l'époque, on était... dans l'époque, nos parents, ils étaient à quoi? 4 millions, 5? Il y avait moins de voitures, il y avait moins de maisons rapprochées, oui, peut-être. Surtout, on va parler de Montréal. On vit dans une ville qui a... L'agglomération, c'est quoi? 3,5 millions de personnes? C'est pas la plus grosse là, au monde. Là. Je sais pas si ça augmente. Ça doit jouer sur le. C'est sûr, ça. Notre impatience. Oui, ça occasionne beaucoup de problèmes. C'est sûrement un facteur. Mais pour revenir aux colères spontanées,
Madame Lupien nous dit c'est un indice que le cerveau envoie et qui signifie qu'il y a un stress chronique. Les rages au volant sont un bel exemple de colère spontanée. Ça, c'est pour ceux qui conduisent, évidemment. Madame Lupien nous dit « On n'a jamais été autant en interaction les uns avec les autres. En étant aussi proches, il est évident que le bruit des voisins va nous déranger. Les études démontrent qu'il y a plus de stress en milieu urbain que rural, car il y a plus d'interférences, ce qui pourrait expliquer cette sensibilité et irritabilité face aux autres. » Elle cite les recherches du Dr. Erwin Sarrazon, qui a conclu que le stress résultait d'une interférence. Par exemple, lors d'un concert, si une personne de grande taille s'assoit devant vous et vous bloque la vue, c'est une interférence. C'est désagréable, ça gâche votre plaisir et ça vous cause du stress. Elle nous dit que vous êtes déjà à un niveau de stress élevé et que quand vous êtes dérangé par des interférences à répétition, vous serez évidemment plus irritable. Mais le sujet n'a pas été étudié de cette façon. La spécialiste du stress estime que le festival des cônes oranges n'est autre... Ça, c'est un problème. Oui, n'est autre que de l'interférence à temps plein sur des milliers de gens. Elle nous dit que c'est un laboratoire humain sur le stress. Jour après jour, les gens se retrouvent devant des situations imprévisibles et se disent « Où vais-je encore rester pris et quel sera mon retard? » C'est la recette parfaite où on joue avec nos nerfs. Oui, effectivement. Il n'y a aucun doute, il y a un manque de civilité et de courtoisie au quotidien. La politesse est en déclin. Madame Julie Blais-Comeau, qui est spécialiste de l'étiquette, nous dit quand on sort de chez soi, on se rend compte qu'il y a des décalages dans le savoir-vivre. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Absolument, l'espresso allongé. Donc, la faute au stress à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre invité est Ghislain Goulet d'Action Autonomie. Nous parlons ensemble des électrochocs. À l'espresso allongé, nous poursuivons sur notre sujet, la faute au stress. Vous entendrez aussi en chanson Dans ma cité de Clay and Friends et La nuit sera calme de Les Chiens. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous? Écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. J'ai le bonheur d'accueillir Ghislain Goulet. Bonjour Ghislain, et bienvenue encore une fois à l'émission Folie douce. Bonjour Yvan. C'est toujours un plaisir de te recevoir à notre émission. Un travailleur de longue date, si on veut, ou quelqu'un qui s'implique de longue date au niveau de la santé mentale. On se connaît depuis longtemps. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas trop facile, c'est les électrochocs. Il y a eu effectivement une période, il y a très longtemps, où ça a eu une très mauvaise presse. Ces temps-ci, on en entend plus ou moins parler, à part peut-être par des groupes comme vous, Action Autonomie. Donc, comment tu peux nous présenter ça au départ? La question des électrochocs? Des électrochocs, oui. Effectivement, il y a été une grande période où tout le monde pensait que c'était révolu comme technique qui date de, je sais pas, 75 ans. Ouais.
Puis, tout à coup, arrive un article qui avait été publié dans Québec Science en 1997, puis qui dit que les électrochocs, non, ils ne sont pas disparus, et même que les statistiques disent qu'il y avait plus que doublé dans les dernières années, puis ça sonnait l'alarme sur le retour des électrochocs. Alors, particulièrement les groupes de défense des droits et des ressources alternatives aussi en santé mentale, ils ont été un peu ébahis, surpris par ça. Puis, il y a eu des activités militantes qui se sont produites pour questionner qu'est-ce qui se passe, comment ça, on redonne des électrochocs, qu'est-ce qui va pas. Ouais. Et ces activités-là ont mené le ministère de la Santé et des Services sociaux à commander une étude sur l'utilisation des électrochocs pour voir si c'est une technique qu'on devrait valider ou invalider. Donc, il y a un rapport qui a été publié en 2003 sur la question des électrochocs. Entre autres, on pouvait y lire que les dangers et les incertitudes sont grandes autour de ces pratiques-là et qu'il faudrait absolument augmenter la recherche, la connaissance autour des électrochocs. Dans ce rapport-là, publié par le ministère de la Santé, il y avait 7 recommandations. Et en 2018, aucune de ces 7 recommandations-là n'ont été mises en application. C'est-à-dire qu'un rapport dit que c'est une technique qui est hasardeuse, qui peut être dangereuse. On connaît mal ce que ça peut faire, puis ça peut faire des dommages. Donc, il faut faire de la recherche, il faut donner de l'information, il faut trouver des alternatives à la technique. Il n'y a aucune recommandation mise en application. Donc, je pense qu'on peut, avec raison, crier qu'est-ce qui se passe. Oui, effectivement. Pourquoi on continue à donner cette technique-là sans prendre en compte les recommandations qu'ils ont eues? Alors, c'est un peu là-dessus que Action Autonomie, de la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Ouais. Vous avez créé un comité, en fait, qui s'appelle le comité Pare-choc. Exact. Donc, un nom qui punch aussi, là, Pare-choc, mais en même temps, c'est par rapport aux électrochocs. Tout à fait. Donc, en 2005, oui, OK. On a réuni... Suite au rapport, suite à l'inaction, il ne se passe rien. C'est ça. C'est dangereux, puis il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait? Le ministère, il ne regarde rien, il ne s'occupe de rien. Donc, on a créé un comité pour mettre de la pression, pour poser des questions, pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui bouge. Donc, on a créé, avec des militants, le comité Pare-choc, qui regroupe des gens qui pensent que l'électrochoc, ça devrait être aboli. Alors, depuis ce temps-là, on fait une veille, on va chercher des statistiques. Pendant des années, au ministère de la Santé et des Services sociaux, si on leur demandait, ils se donnent combien d'électrochocs au Québec, ils ne pouvaient pas répondre. Ils ne savaient pas. Alors que tout le monde admet que c'est une technique qui est controversée. C'est une technique qui peut être dangereuse et le ministère ne suivait pas le développement de cette technique-là, c'est terrible. Alors, nos actions ont fait en sorte que le ministère, je pense en 2011, a publié ses premières statistiques sur l'utilisation des électrochocs. Alors, nous, on mène un combat pour discuter sur la place publique de la présence ou non de cette technique-là. Mm-hmm. Et le nom lui-même, le mot électrochoc fait peur. On pense tout de suite aux horreurs qu'on a peut-être pu voir dans le passé, les années 50, où on parlait de méthodes totalement arriérées, je pourrais dire. Là, alors qu'aujourd'hui, on semble dire, on avait reçu à notre émission justement des gens du Centre en électroconvulsivothérapie du Québec qui semblent dire que ça a changé beaucoup. C'est peut-être vrai, mais dans votre cas, vous voulez au moins peut-être réveiller ou en tout cas être sûr que les études se fassent ou que les observations se fassent concrètement et tout ça, là. Nous, on conteste l'idée que ça a changé beaucoup. Ouais. Effectivement, ils essaient de changer le nom de l'électrochoc parce que ça a mauvaise presse. C'est un peu une campagne de marketing. Le premier nouveau nom qu'ils avaient trouvé, c'est la sismothérapie. Mais c'est pas tellement marketing, ça fait un peu tremblement de terre. Fait que l'équipe de marketing, si je pourrais dire, a retravaillé et ils ont plutôt appelé ça l'électroconvulsivothérapie.
même si ça n'a rien de thérapeutique, l'électrochoc, il reste connecté la notion de thérapie. Donc, ça donne quelque chose qui n'existe pas dans l'électrochoc. C'est pas une thérapie, c'est un choc au cerveau qui provoque une convulsion, soit l'équivalent d'une crise d'épilepsie. C'est pas une thérapie. Alors, le nom est un petit peu... il y a des gens qui semblent dire, tu sais, on avait reçu un invité à un moment donné qui disait que lui, pour sa mère, c'était comme le dernier recours. Peut-être que ça a marché pour certaines personnes, mais tu sais, est-ce que d'après toi, il y a eu plus de dégâts que de bienfaits sur la totalité des électrochocs qui ont été donnés? Ce qui est difficile de discuter au niveau des électrochocs, c'est qu'on n'a pas de connaissances. Autant ceux qui prônent le bienfait des électrochocs, qui n'ont pas de connaissances. Nous, on n'a pas la connaissance de ça a détruit combien de personnes. En fait, il n'y a à peu près pas d'études sur les impacts à moyen et long terme des électrochocs. Tout ce qu'on a comme information, c'est de l'information très court terme. Parce que quand les gens ont fini leur électrochoc, on n'en entend plus parler. Est-ce qu'ils retournent au travail ou ils s'en vont sur l'aide sociale puis ils s'en vont dans des maisons d'accueil parce qu'ils ne sont plus capables de fonctionner? Certaines études historiques disent qu'ils s'en vont plus en maison d'accueil qu'au travail, mais on est devant de l'ignorance. Mais on continue à donner, on continue à promouvoir l'utilisation de cette technique-là. Il faudrait peut-être s'arrêter et aller chercher de la connaissance avant de continuer, avant de détruire d'autres vies. Alors que c'est une méthode qui est quand même assez dure, comme on dit. C'est pas... Probablement que tu pourrais dire que la médication, il y a un meilleur suivi. On sait un peu plus qu'est-ce qui arrive avec les gens après leur traitement de médication. J'imagine. Je pense qu'on a un meilleur suivi, mais aussi avec la médication, on commence à comprendre les limites aussi de la médication qui a été beaucoup trop utilisée. On parle maintenant de démédicaliser, La tendance est vers ça, donc finalement... c'est ça. Mais... on parlait de quelqu'un qui dit que l'électrochoc a sauvé sa mère, mais dans la littérature, ça n'existe pas, un traitement qui sauve les gens de la dépression. Ce qui est documenté, c'est que l'électrochoc, il y aurait un effet d'une durée d'à peu près 4 à 6 semaines, pas plus. OK. Ça ne sauve pas des vies. Et si il y a des gens qui en sortent transformés, c'est souvent parce qu'il s'est passé d'autres choses dans leur vie. Ouais. C'est peut-être qu'on a changé leur médication. C'est peut-être qu'ils ont trouvé l'amour. C'est peut-être qu'ils sont retrouvés dans un environnement qui les a amenés à un ailleurs. Mais il n'y a rien qui prouve que l'électrochoc fait ça. Une des preuves, c'est que l'électrochoc est assez peu efficace que tout ce qu'ils ont trouvé pour améliorer l'efficacité, c'est d'en donner plus. Mm-hmm. Ils ont développé au fil des ans les électrochocs d'entretien. Donc, maintenant, une personne, au lieu de recevoir une série de 12 électrochocs, il peut en recevoir dans une année, je ne sais pas, ils vont en recevoir aux 2 semaines, aux 3 semaines, après ça au mois. À un moment donné, on comptait qu'une personne était rendue probablement à 300 électrochocs parce qu'il en reçoit de manière continue par le passé, puis ça n'arrête pas. Tout ça parce que l'électrochoc n'est pas efficace. Alors, je ne veux pas dire que j'ai la vérité, mais je veux dire que j'ai des questions qui sont sans réponse. Il faut avoir des réponses, effectivement. Mais Ghislain, à qui on donne ces électrochocs-là? Est-ce qu'il y a quand même un profil? Avez-vous réussi à trouver quel type de personnes acceptent, par exemple, La majorité des gens qui sont ciblés par les électrochocs, c'est des gens en dépression. Mais pas uniquement. Ce qui est malheureux, c'est qu'on dit que c'est surtout la dépression, mais ça peut être schizophrénie, catatonie et toute autre forme de problème. Il n'y a pas de contre-indication nécessairement à l'électrochoc. Donc, c'est surtout, mais ça peut être n'importe quoi aussi. Alors, on critique les normes qui y a autour de tout ça. 2 électrochocs sur 3 sont donnés à des femmes. Donc, nécessairement, c'est les femmes qui sont visées. Particulièrement des femmes âgées. Les populations des personnes âgées, 80 ans et plus, reçoivent 10% des électrochocs au Québec. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison, d'après toi? On n'a pas la connaissance. On peut toujours imaginer. Ouais. Pourquoi une femme âgée? Une des choses qui est étudiée, c'est, par exemple, la médication en vieillissant. Il peut y avoir des contre-indications par rapport à des organes qui sont rendus trop fragiles. Donc, on ne pourra plus utiliser telle médication. Puis à ce moment-là, on va essayer l'électrochoc. On va essayer l'électrochoc. Mais encore là, c'est ça, il va un peu à tâtons, puis c'est un essai-erreur. Il y a des études qui disent que les gens qui sont le plus fragilisés
par l'électrochoc, ce sont les populations âgées. Ouais. Hein? Un choc au cerveau, en tout cas, c'est eux autres qui subissent le plus de préjudice, pardon. Ouais. Mais en même temps, c'est eux autres qui sont le plus ciblés. Ben, ça aussi, ça prête à des questions fondamentales. Ouais, Une personne âgée qui va pas bien, il y a peut-être plus besoin d'avoir des gens à côté de lui. Du réconfort, de l'amour. Oui, effectivement, ça, c'est sûr, c'est toujours winner, comme on dit. Que de l'écraser avec une série d'électrochocs. Oui. Hein? Il reste peu de temps, Ghislain, mais j'aimerais savoir, dans le fond, le comité pare-choc, est-ce que vous avez, c'est encore actif, évidemment, le sujet, donc le plan d'action, ou avez-vous, comptez-vous faire quelque chose de particulier, justement, pour essayer de changer la donne? Là? Ben, on essaie depuis quelques années de partir comme un mouvement international. Nous, on fait un rassemblement contre les électrochocs à Montréal à tous les ans au mois de mai, au début du mois de mai, la veille de la fête des mères, pour symboliser le fait que c'est adressé à des femmes. Et on sait qu'il y a des rassemblements comme ça qui se font aussi ailleurs dans le monde. Il s'en fait en Irlande, en Nouvelle-Zélande, il y en a eu aux États-Unis. Donc, on essaie là, de créer une mobilisation, du moins dans les pays occidentaux, pour avoir une journée internationale contre les électrochocs, pour questionner les dirigeants, puis faire en sorte qu'il y ait des choses qui se fassent autour de ces enjeux-là. C'est intéressant. On va suivre ça, évidemment. C'est un long processus, c'est sûr. Là. Tu parlais de plusieurs années déjà, puis c'est pas fini, c'est loin de fini, mais les gens qui veulent en savoir plus, ils veulent joindre à Action Autonomie, le site web, on cherche Action Autonomie. Oui, vous pouvez aller sur le site Internet d'Action Autonomie, et sur ce site-là aussi, il y a un lien qui va vers un site qui est spécifiquement lié au comité pare-choc. On peut nous joindre aussi sur notre page Facebook, comité pare-choc. La page est très active, donc on peut interagir aussi sur cette page-là. Parfait. Et en terminant, le téléphone d'Action Autonomie pour... C'est le 514-525-5060. Merci beaucoup, Ghislain Goulet, d'avoir été des nôtres. Merci à vous. C'était fort intéressant. Merci, puis on espère que ça va s'améliorer sur les électrochocs. Espérons. Oui, au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. De retour au micro, à l'Espresso allongé avec Ghislain Malo ici présent, ainsi que Pierre Laporte. Alors Pierre, le sujet que tu as entamé plus tôt, la faute au stress. Oui, la fameuse faute au stress. Le dos large du stress. Un des grands problèmes aussi du stress, c'est qu'on vit maintenant beaucoup en vertical, en bloc appartement, puis ben du monde ensemble, c'est pas toujours la meilleure idée. Mais on a peut-être la mèche plus courte qu'avant, dirais-tu? Parce qu'il me semble qu'il y en a eu de toutes les époques là, des stresseurs, puis il me semble que les gens comprenaient un peu mieux. Mais est-ce que c'est moins pire quand tu vis dans un bungalow et ton voisin est à côté que tu es empilé un par-dessus l'autre? C'est sûr. J'ai pas de réponse, là, mais... C'est possible. Alors, je vais continuer ma lecture de cet article écrit par Mme Olivia Levy, qui est auteure et journaliste au journal La Presse. Elle nous dit, le titre, c'est « Pourquoi tout nous tombe sur les nerfs ». Et j'étais en train de parler de Mme Julie Blais-Comeau, qui est spécialiste de l'étiquette. Et elle nous dit, on se demande si la politesse se transmet encore ou si elle est chose du passé. Elle nous dit, sur les trottoirs, elle remarque que les gens ont la tête penchée sur leur téléphone intelligent, écouteurs dans leurs oreilles, ne voient et n'entendent plus rien et foncent donc dans les passants. Elle nous dit, il y a des campagnes de publicité qui ont pour thème la courtoisie au volant et dans les transports en commun. Pourquoi? Parce qu'on a oublié les règles de base. Il faut nous les rappeler à coup de publicité. Vous imaginez, on ne met plus les clignotants, on dépasse n'importe comment, on se bat pour rentrer dans l'autobus et dans les rues, les voitures éclaboussent les passants. Ça, c'est vrai. Ouais. Elle suggère le retour des cours de respect et de civilité à l'école. Entièrement d'accord. Oui, tu es d'accord? Madame Diane Gabrielle Tremblay, qui est professeure à l'École des sciences de l'administration, nous dit « Dans le contexte actuel de la conciliation travail-famille, les gens manquent de temps. Le travail déborde sur les moments passés en famille car les exigences sont plus élevées, les échéances plus serrées, on demande d'être très performant et c'est stressant. Le marché du travail est précaire et les revenus incertains, alors les employés sont sous pression.
Du côté de la famille, la professeure indique que les ruptures familiales sont de plus en plus nombreuses et qu'on demande aux enfants d'être toujours plus performants. En ressources humaines, Mme Tremblay observe qu'il y a une grande absence de reconnaissance. Elle nous dit « J'entends souvent dans les enquêtes que le travail accompli n'est jamais reconnu à sa juste valeur, alors que ça ne coûte rien de féliciter ses employés à qui on en demande toujours plus. » Pourquoi les cadres ne donnent-ils pas cette reconnaissance tant demandée et qui fait toute la différence? Et c'est beaucoup plus qu'une augmentation de salaire. Souvent, la reconnaissance est beaucoup plus intéressante pour l'employé que n'importe quelle autre condition. Oui. Elle nous parle du télétravail. Comment on pourrait... travail à distance. Travail à la maison. Plutôt que de travailler au bureau. Ouais. Hein. Alors, le télétravail, 1 ou 2 fois par semaine, est une des pistes de solutions pour avoir des employés plus heureux et donc moins irritables au quotidien. Elle nous dit que les études sont très positives et démontrent que les gens ne sont pas dérangés, qu'ils ne perdent pas de temps dans les transports et veulent conserver ce qu'ils considèrent comme un avantage. C'est dommage, car on ne considère pas assez le télétravail, alors qu'il y a un vrai intérêt, un taux de performance élevé et moins de stress. Oui, puis il faut aussi dire que maintenant, beaucoup de gens restent très loin de leur travail. Oui, beaucoup de gens qui restent en banlieue. Parce que les gens ne peuvent pas se payer les condos, les domiciles en ville, que c'est hors de prix. C'est vrai. Et c'est long, on dirait, voyager 2 heures, même quand tu restes à Chambly ou Boisbriand, puis tu dois passer par les cônes oranges. C'est ce qu'il y avait moins avant, parce que les gens restaient peut-être plus dans le milieu urbain. Là, oui. Mais là, ça s'est étalé, c'est certain. Madame Stéphanie Gaudet, qui est professeure de sociologie à l'Université d'Ottawa, nous dit « Dans une société vieillissante, on perçoit les enfants comme le choix des adultes qui en sont les uniques responsables. C'est très néolibéral comme approche, alors que dans d'autres cultures, les enfants font partie de la vie, de la collectivité et tout le monde participe à leur bien-être. » C'est-à-dire l'État, la municipalité, et ils ont en quelque sorte la responsabilité de tous, ce qui n'est pas le cas ici. Elle poursuit en disant « Nous vivons dans une société qui individualise tous nos choix. C'est certain qu'on est plus intolérant parce qu'on se dit, quand on voit des enfants agités, qu'il n'est pas normal que les parents ne les contrôlent pas, car ils ont fait le choix d'en avoir. » Faut se dire, Pierre, qu'on est issu on parle beaucoup des enfants, mais des sociétés où est-ce que les gens vivent très, très seuls. À Montréal, je pense que c'est 40% des gens qui vivent chez eux tout seuls. Qui vivent tout seuls, oui. C'est beaucoup, 40%. On dit ici, dans l'article, que 28% des Canadiens vivent seuls. Et au Québec, c'est plus élevé encore. Ici, on nous donne 33%. Mais je pense à Montréal, c'est encore plus, ça, c'est ça. Oui, mais là, c'était au Québec, 33%. La difficulté des relations... homme-femme, des fois, ça peut aussi... Il y a toutes sortes de facteurs de stress et aussi nos relations. Puis il y a des sociétés qui n'ont pas un projet collectif fort, ça aide pas non plus. Là, puis des groupes forts aussi. Ouais. Alors, je saute à la conclusion. C'est Mme Sonia Lupien qui parle encore. Elle nous dit le fameux lâcher-prise est de mise. On ne peut pas tout faire et tout maîtriser tout le temps. Il faut faire des choix et accepter ses limites. Si les colères spontanées deviennent récurrentes, c'est peut-être le temps de prendre un moment de réflexion. Il faut diminuer notre stress, aller faire une marche et perdre l'énergie emmagasinée, car c'est ce qui fait en sorte que nous sommes tendus. Fondamentalement, il va falloir un jour changer de mode de vie, car quand vous êtes en colère, dites-vous que la seule personne qui souffre, c'est vous. Mais merci beaucoup. C'est une belle piste de réflexion, en tout cas, pour améliorer notre stress et réduire surtout le stress. Merci beaucoup, Ghislain. Merci, Pierre. Merci. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. En conclusion de ce rendez-vous de Folie douce, on va y aller avec la nomenclature des chansons. On a écouté en début Palermo Hollywood de Benjamin Biolay. On a pu entendre Mon chéri de Marat Tremblay. Dans la deuxième demi, on a écouté Dans ma cité de Clay and Friend. Et à l'instant, La nuit sera calme du groupe Les Chiens. Ben voilà, merci beaucoup pour ton choix musical ainsi qu'à Pierre pour cette participation-là au choix musical. Bienvenue. Merci également Pierre à ta mise en onde et à tes blocs espresso et allongés où on a parlé de la faute au stress.
Je remercie notre invité en début d'émission, Tristan Ouimet-Savard, qui nous a parlé du mouvement Jeunes et Santé mentale. Et je remercie également Ghislain Goulet, qui nous est venu d'Action Autonomie. On a échangé ensemble sur les électrochocs. En fait, eux souhaitent vraiment l'abolition des électrochocs. C'est pas demain la veille, je pense que ça va arriver, mais il y a quand même des questions à se poser. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Merci d'avoir été là à Folie Douce et à la prochaine Folie Douce. Au revoir. Bop